Donc, j'en remercie Anne, j'en remercie Jean-Marc, j'en remercie Véronique Fayet et Yann Le Bossé. Et je vous propose, pour être... N'hésitez pas à couper vos micros quand vous n'avez pas la parole. Voilà, pour le confort de chacun et de tous. Alors, notre matinée, d'abord, c'est un lancement, et puis c'est un lancement où vous avez certains d'entre vous qui ont déjà décidé de rentrer dans ce cercle, puis d'autres qui n'ont pas forcément décidé, et c'est très bien. Merci, bienvenue à chacun d'entre vous. Merci beaucoup de prendre ce temps jusqu'à 10h30. On s'est donné jusqu'à 10h30 pour pouvoir faire vraiment que le cadre soit clair et qu'il n'y ait plus de questions et qu'il y ait donc soit du désir, soit non, en fait, ce n'est pas maintenant pour moi, mais qu'en tout cas, à la fin de cette matinée, vous puissiez avoir en tête tous les éléments, le programme et donc prendre votre décision. Je remercie très fortement Véronique Fayet, que vous voyez, que je laisserai se présenter tout à l'heure, et qui donc a accepté de faire partie des experts, en toute humilité, mais quand même des experts de ce cercle, et aussi Yann Le Bossé. Merci Yann, qui est en Europe en ce moment, donc c'est pour ça qu'on a fait cette conférence tôt, parce que sinon, Yann étant au Québec, il y a un gros décalage horaire, donc on le ferait plutôt l'après-midi. Voilà, donc un grand merci. Donc on va faire quelques points, une introduction que je vais continuer, puis ensuite Véronique nous parlera du problème, quel est le problème, Yann nous proposera une démarche, quelle est la démarche proposée, puis après ce sera à vous, questions, réponses, donc un temps long pour vous écouter et répondre aux questions qu'on pourra répondre, mais c'est aussi tout le monde peut répondre aux questions. Et enfin, avant de conclure, de vous présenter le programme de cette année. Alors, en fait, on l'appelle cercle parce qu'en fait, c'est le nom au Centre français des fondations, donc c'est le cercle des personnes en situation de fragilité humaine, mais ce cercle, c'est plutôt un chemin. Donc, nous allons ensemble, pour tous ceux qui le souhaitent, cheminer autour de ce thème. Et donc, qui dit chemin, dit je marche à la vitesse où je dois marcher, où je peux marcher, je contribue, on va s'entraider parce que de temps en temps, la côte est rude, et puis on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière le col. Voilà, on peut avoir des surprises. Et parce que, en tant que fondation, on accompagne des associations, hein, on accompagne parfois des personnes et on a des surprises parce que on est au service d'hommes et de femmes et évidemment, ce n'est pas des machines et il y a donc beaucoup de surprises. Voilà. Et puis la météo peut changer. Enfin, bref, on est sur un chemin. Et puis à un moment donné, on peut avoir besoin de faire une pause pour n'importe quelle raison, ou on peut avoir envie de rentrer sur ce chemin parce qu'on n'est peut-être pas en capacité de faire le chemin de A jusqu'à Z, mais on peut rentrer à B ou à V. Et donc, c'est très, très bien. Voilà. Et en étant sur ce chemin, on a une posture où, en fait, on va être co-constructeur, parce que chacun va marcher. Donc, et on va prendre des rôles, de temps en temps, on va être devant, de temps en temps, on va être derrière. Et c'est là que c'est là l'esprit du chemin. Alors, on a cette première année, vous le verrez dans le programme, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment on se mette d'accord sur les mots, parce que souvent, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Donc, faire des exercices sur le vocabulaire et la grammaire employée, de façon à ce que quand on soit ensemble sur le chemin, eh bien, on soit bien d'accord sur là où on est d'accord et aussi d'accord sur les points où on n'est peut-être pas d'accord. Et c'est très, très bien de pouvoir avancer en connaissance de cause et en se connaissant. Il y a une volonté aussi au travers de ce cercle d'apprendre à se connaître parce que nous avons tous une histoire. Les fondations ont été créées avec des objectifs, avec des visées, avec des personnes qui ont chacune un ADN et qui est intéressant d'apprendre à se connaître pour encore mieux marcher ensemble. Un autre point aussi important
dans ce chemin, dans ce cercle, c'est qu'on va toujours partir du concret. L'objectif, c'est toujours de partir de situations sur lesquelles on est peut-être coincé, voilà, ou sur lesquelles on marche bien. Mais en tout cas, c'est partir de choses extrêmement concrètes parce que toutes les situations dans lesquelles on est impliqué sont des situations extrêmement concrètes. Et donc, partir de là et ensuite avancer et apporter des concepts, des solutions, des chemins, voilà. Et en tout cas, partir du concret. Et puis enfin, l'objectif du cercle, c'est en avançant et en regardant si on traverse la route, écrire la suite. Alors pourquoi cela? Parce que d'abord, l'idée est vraiment de travailler en co-construction. Et dans le travail qu'on a fait en amont avec Anne, pour déterminer un petit peu quels étaient vos désirs et vos besoins, c'est extrêmement vaste. Évidemment, on n'est pas surpris. Personne n'est surpris dans la salle. Mais comme c'est extrêmement vaste, eh bien, en cheminant, il peut y avoir des thèmes que certains d'entre vous voudraient porter et qui seront proposés. Et donc, en 2022-2023, on va pouvoir ensemble décider quels sont les thèmes que l'on poursuit. Et c'est pour ça aussi que c'est des thèmes sur lesquels on est moins intéressé. Eh bien, on peut se dire, je sors du chemin, je vais faire une pause, je vais revenir, je peux contribuer à un moment donné, je peux être en écoute à un autre moment. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Et l'autre point qui n'est pas que j'ai oublié tout à l'heure, c'est de dire que ce qui est important dans l'état d'esprit de ce cercle, c'est que le CFF a souhaité que tous les membres d'un esprit de famille puissent accéder à ce cercle. Donc, merci Tessa d'être là avec nous aujourd'hui physiquement. Voilà, parce que c'est quand même très, très bien. Et en fait, les prochains moments, on sera en physique. Mais là, c'était sympa que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Tessa. Merci Jean-François et merci au Cercle des fondations de nous accueillir pour ce cercle sur les fragilités. Voilà, alors on va passer tout de suite au deuxième point. Et Véronique, merci beaucoup de nous dire quel est le problème. Alors, bonjour à tous. Je ne t'ai pas présenté, Véronique. Donc, alors, je vais me présenter. Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je vois une diapo à l'écran, mais… J'ai enlevé la diapo pour l'instant. Je remets tout à l'heure, mais on te voit très bien. Ah bon, d'accord. Bon, très bien. Alors, moi, je ne vous vois pas trop, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est toujours un peu frustrant. C'est visio, mais bon, pour une première rencontre, on va faire comme ça. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Oui, je vais me présenter en quelques mots pour dire peut-être pourquoi je suis là comme invitée, pas comme experte, mais comme invitée. Donc moi, j'habite Bordeaux, donc je vous parle de Bordeaux. J'ai été élue à la ville de Bordeaux pendant 25 ans, en charge des questions de solidarité, de logement, d'insertion des jeunes, enfin bon, tout ce qui touche à la question quand même de la pauvreté et de l'exclusion et des réponses que peuvent apporter des politiques publiques. Voilà, et puis quand j'ai voulu quitter la vie politique, parce que bon, je pense qu'il faut savoir se retirer, laisser la place à d'autres, ne pas cumuler indéfiniment les mandats, c'est vraiment le mal qui ronge la politique souvent. J'ai été appelée par le Secours catholique et donc pendant 7 ans, j'ai eu la grande joie d'être présidente au service du Secours catholique Caritas France, donc qui est une magnifique association que vous connaissez sans doute un petit peu, en tout cas de nom, voilà, qui a une image parfois un peu vieillotte, mais qui est une association extrêmement dynamique et agissante. Et puis j'ai quitté donc cette responsabilité en juin, et donc je suis libre. Et donc Jean-François est venu me solliciter. Voilà, donc je vous parlerai en mon nom. Je crois que sur
sur certains documents, Jean-François avait parlé de mon attachement à ATD Quart Monde. Oui, je suis alliée d'ATD Quart Monde depuis à peu près 40 ans. Et donc, j'ai beaucoup appris avec ATD Quart Monde, avec le Père Joseph et tout ça. Mais là, je vous parlerai en mon nom. Je n'engage pas ni le Secours catholique, ni ATD, ni personne. Voilà. Ah oui. Et j'aime bien l'idée de cheminer avec vous. Je reviens d'un mois sur les Padignas de Loyola en Espagne. Donc, j'ai cheminé pendant un mois. Bah ouais, Et donc, c'est sûr. j'aime Oh, ma bien pauvre. cette idée de... Ouais, non, mais Allô. t'inquiète, prends ton temps. Hein. C'est pas non plus, pour l'instant, ça dit rien. Allô. Ça. Allô, j'ai quelqu'un qui parle là, oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien, Véronique. Bon, parce que j'entendais une autre conversation. Voilà, donc j'aime bien cette idée de cheminer ensemble. Alors moi, ce qui m'importe aujourd'hui, qui est vraiment décisif, c'est de vous connaître, parce que j'ai lu la liste des participants, j'ai vu que vous étiez extrêmement différents, avec beaucoup de fondations que je ne connais pas. Non, c'est ça. Diane, Jean-François et ceux qui vont accompagner ce cercle, comment on peut cheminer ensemble. Moi, ce que je peux partager avec vous, évidemment, c'est une expérience, ou plutôt des expériences. Alors, un mot peut-être de l'expérience que j'ai eue en tant qu'élu, et puis aussi catholique, avec la proximité de la Fondation Caritas France, que vous connaissez sans doute. C'est celle de la difficulté à évaluer les résultats pour une fondation ou pour des financements publics. C'est toujours pareil. On cherche, quand on met des fonds privés ou publics, à évaluer l'impact, l'efficacité du financement, à avoir des critères, à mesurer un peu ce qui se passe sur le terrain. Et alors, je vous parlerai des financements publics, comme ça, vous vous sentirez très, très libre et pas du tout visé. J'ai vraiment l'expérience, par exemple, pour l'insertion des jeunes dans le cadre des missions locales, de l'État qui visait à l'insertion de jeunes en difficulté, mais critères de rentabilité ou d'efficacité. Il fallait que le jeune soit dans le programme pendant 6 mois ou 9 mois maximum. Il fallait que 80% des jeunes sortent soit avec un CDD de plus de 6 mois, soit avec un CDI, soit avec une formation qualifiante. Voilà. Et si ces critères n'étaient pas remplis, la mission locale n'était pas payée pour l'accompagnement fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est quelque chose de très classique dans les financements publics. Eh bien, la structure qui a toute la bonne volonté, la compétence qu'il faut, mais qui a besoin à un moment donné d'équilibrer son fonctionnement et de payer ses salaires, fait ce qu'on appelle de l'écrémage. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans le parcours d'insertion les jeunes qui vont effectivement, au bout de 6 mois, être capables, être capable de trouver un CDI ou de rentrer dans une formation qualifiante, enfin voilà, d'avancer. On écrème donc les jeunes les plus en difficulté échappent au dispositif. Et c'est toujours le même phénomène d'écrémage qui se passe dans les dispositifs. Quand on veut être trop strict et trop scientifique, j'allais dire, sur des critères d'évaluation, combien sont sortis vers l'emploi, combien sont en qualification professionnelle, etc. Voilà. Donc ça, voilà, cette grande question d'évaluation de l'impact d'un financement privé ou public, je pense que vous le posez dans les fondations. Et voilà, peut-être qu'on peut réfléchir ensemble à la façon de toucher les publics les plus pauvres, tout en ayant des critères d'impact et de réussite, entre guillemets, mais sans obliger l'association que l'on finance ou l'organisme que l'on finance à écrémer, c'est-à-dire à éjecter les plus pauvres, ce qui est une très grande injustice et qui est extrêmement grave. Voilà. Donc ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu réfléchi, dont on peut parler. Ce qu'il faut aussi peut-être partager, que je pourrais partager avec vous, c'est une expérience et une certaine connaissance de la pauvreté et de la grande pauvreté.
que j'ai acquises notamment, presque exclusivement, à travers des rencontres. Voilà. Moi, ce sont des rencontres avec des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, de la grande pauvreté, qui m'ont façonné et j'allais dire qui m'ont tout appris. Donc, comment est-ce qu'on peut ensemble se mettre à l'écoute? Comment est-ce qu'on peut se donner les moyens d'écouter et d'entendre pour comprendre ce qu'est la pauvreté? Parce que la pauvreté, c'est évidemment pas seulement une question financière, c'est pas seulement un accident de parcours, c'est souvent, pour beaucoup de gens, quelque chose de durable dans lequel on cumule. Le père Brzezinski l'avait très bien défini il y a plus de 30 ans dans son rapport au Conseil économique et social. On cumule différentes pauvretés, différentes difficultés par rapport au logement, par rapport à l'emploi, par rapport à l'absence de qualification, par rapport à la famille, par rapport à la scolarité, etc. Et à cela s'ajoute souvent le sentiment d'inutilité sociale, le sentiment très très fort d'être jugé par la société, avec une honte qu'on finit par intérioriser. En disant, bon, tout ça c'est de ma faute, voilà, j'y arrive pas parce que je suis incompétent. Et donc cette honte, cette humiliation intériorisée est extrêmement violente, avec des préjugés que l'on trimballe dans la société sur les pauvres. Voilà, je ne vous ferai pas le tableau, on en reparlera plus tard, donc ça serait un peu l'objet de cette rencontre du mois de décembre. Des préjugés très forts de la société qu'on a tous dans notre inconscient. C'est-à-dire que les pauvres sont des gens qui sont en fait pas très capables, quoi. Ils étaient capables, et ils s'en sortiraient, voilà. Et on pense toujours et de plus en plus à demander l'avis des personnes, des victimes, des personnes handicapées, des personnes malades, etc. Mais demander l'avis des personnes les plus pauvres pour ce qui les concerne, c'est pas du tout encore rentré dans les mœurs, c'est pas quelque chose que l'on sait faire, alors qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, alors qu'ils ont, comme le disait très bien tout à l'heure Benoît, des forces. On parle toujours de leur fragilité, mais quand on les côtoie, et moi j'ai surtout appris des personnes les plus pauvres, leur courage. J'ai toujours été complètement bouleversée par le courage dont ils faisaient preuve, l'intelligence dont ils faisaient preuve pour survivre dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Donc derrière, c'est toute la question, effectivement, du pouvoir d'agir des personnes les plus fragiles. Comment on leur donne la capacité de reprendre pouvoir sur leur propre vie, d'abord, parce que ce dont ils souffrent le plus, c'est de ne plus avoir la maîtrise de leur vie. Ils parlent souvent de traitance institutionnelle, c'est-à-dire on décide à leur place. On décide à leur place ce qui est bon pour eux. Et ça, c'est un grand danger pour les institutions, mais aussi pour les associations. On n'est jamais à l'abri de décider à la place des gens ce qui est bon pour eux, au lieu de partir de leur force, de leur désir, de leur capacité, de leur redonner ce pouvoir d'agir. Donc ça, on peut se poser cette question aussi dans nos associations et dans les fondations. Quelle place on donne aux personnes les plus fragiles dans notre gouvernance? C'est une question qu'on a beaucoup travaillé au Secours catholique pour essayer d'associer les personnes pauvres à la gouvernance au niveau local, au niveau départemental, mais aussi au niveau national, pour qu'ils réfléchissent avec nous, qu'ils ne soient pas seulement l'objet de notre travail, de notre service, mais qu'ils soient les sujets, les acteurs, et qu'on puisse réfléchir avec eux à nos stratégies. Donc, est-ce que c'est une question qui peut se poser dans les fondations? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Et donc, je pense qu'il serait peut-être utile, quand on va marcher ensemble, de partager aussi ces questions que je qualifierais peut-être de Je t'entends plus, Véronique. Il y a un arrêt sur image. Est-ce que tu peux peut-être couper ton image si tu m'entends? Oui, Véronique, on t'a perdu. Alors, je propose, en attendant que Véronique revienne, de passer la parole à Yann. Yann, donc, si tu veux bien ouvrir ton micro. Véronique est peut-être revenue, mais bon, non, je ne suis pas sûr. Oui, ça y est, je suis ouvert.
Voilà, bonjour Yann. Merci Yann aussi de te présenter. J'ai l'impression que Véronique était en train de faire la passation en parlant du développement du pouvoir d'agir. Donc, merci Yann de te présenter et à toi la parole. Et comme on a convenu ensemble, je te préviens à 3 minutes de la fin. Parfait. Alors bonjour tout le monde. Je suis Yann Lebossé, professeur à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval à Québec. Je travaille depuis 25 ans sur la notion de développement de pouvoir d'agir, où effectivement, je reprendrai beaucoup ce que dit Véronique, se pose la question de comment est-ce qu'on restaure le rapport à l'action. C'est-à-dire comment est-ce qu'on remet les personnes en situation d'être acteurs de leur vie. C'est une démarche qui est fondée beaucoup sur l'idée de la personne capable, l'ontologie de la personne capable de Ricoeur, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire le fait d'être dans l'impuissance, dans le sentiment d'impuissance, est une source de souffrance très importante. Une source de souffrance qui a comme effet de détériorer le rapport à l'action, qui fait que je limite mes prises de risque, à la fois collectivement et individuellement, pour ne pas me retrouver devant des situations d'échec répétées qui me détruisent intérieurement. Je reviendrai sur la notion d'évaluation dont parlait Véronique. En fait, on est en train d'écrire un 3e volume d'une trilogie qui s'appelle Sortir de l'impuissance, où on a fondé les bases théoriques dans un 1er volume, les bases pratiques dans un 2e volume, et où on est en train de réfléchir à la notion d'évaluation. Et on reprend la notion d'évaluation sous l'angle de la validation, c'est-à-dire de cette nécessité de faire participer les personnes concernées à la définition de ce qui pose problème et de ce qui constitue des pistes de solutions viables. On utilise beaucoup la notion de viabilité parce qu'on s'aperçoit qu'une réponse, qu'elle soit gouvernementale ou qu'elle vienne du milieu associatif, qui est pensée indépendamment du vécu des personnes, est souvent une réponse logique, cohérente, mais non viable. Parce qu'un aspect du vécu de ces personnes-là n'est pas dans l'analyse. C'est pour ça qu'on a distingué les personnes concernées des personnes impliquées, faisant des personnes concernées des gens qui composent avec les conséquences du vécu, ce qui leur développe une connaissance expérientielle, une expertise expérientielle qui est indispensable, qui n'est pas unique, qui n'est pas dominante, mais qui est indispensable. Donc on a mis au point une démarche de changement, à la fois personnelle et collective, sur le principe général que les problèmes sociaux sont structurels et que les conséquences de ces problèmes sociaux sont individuelles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois nécessité d'agir sur l'environnement, sur les structures, sur les programmes, sur les formes d'intervention étatique ou associative, et en même temps à prendre en considération la manière dont ces structures influent sur le parcours des personnes. Un exemple qui est intéressant, on parlait d'insertion avec Véronique tout à l'heure, les programmes sociaux de réinsertion sont souvent focusés sur les personnes qui sont en retrait socio-économique de longue durée. Et c'est souvent celles qu'on veut faire se réinsérer le plus rapidement. Or, on découvre, quand on étudie cette question, que plus le retrait socio-économique est de longue durée, plus le retour à l'intégration sera long. Donc, si on demande aux personnes de se réinsérer rapidement, d'autant plus qu'elles ont été en retrait économique prolongé, on les met en situation d'échec. Et on rajoute un échec supplémentaire. Et souvent, dans ces situations-là, cet échec de plus devient l'échec de trop. C'est-à-dire, va demander aux personnes un courage immense pour essayer à nouveau de s'intégrer. Donc, c'est à la base de ces études-là, de ces connaissances-là, qu'on est parti du principe qu'il fallait trouver une façon d'intervenir, d'accompagner, qui soutienne le développement du pouvoir d'agir des personnes. C'est-à-dire qui leur permettent d'agir concrètement sur leur réalité à partir de là où elles en sont, et non pas à partir de là où on voudrait qu'elles soient. D'où l'importance de s'intéresser à la définition du problème selon elles, parce que très souvent, la façon dont on pense ce problème quand on est une personne impliquée est chargée de représentations qui sont relativement déconnectées de la réalité quotidienne des personnes. Donc, en associant systématiquement le changement envisagé au point de vue des personnes, on s'assure d'enraciner le changement dans la réalité quotidienne des personnes. Mais on s'intéresse aussi aux solutions viables, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui seront accessibles, des façons de faire qu'on a l'habitude d'utiliser, qui s'avèrent non acceptables pour les personnes. Et à partir de ce moment-là, elles ne sont pas viables.
Et si elles ne sont pas viables, c'est de l'argent perdu et des échecs supplémentaires engrangés, parce qu'il est important que ces solutions soient applicables. Et il n'y a que les personnes concernées qui peuvent nous certifier que ça peut marcher avec elles. Elles ont une expertise expérientielle qui est irremplaçable, mais qui n'est pas dominatrice. C'est-à-dire, c'est pas le piège, on ne tombe pas dans le piège de la parole d'or, où là, tout ce que diraient les personnes concernées serait la vérité. C'est un point de vue indispensable, incontournable, mais un parmi d'autres. L'approche qu'on a mise au point est à la fois collective et individuelle, c'est-à-dire elle comporte des changements pour qu'on puisse agir ensemble, très concrètement, comme le disait Jean-François, c'est-à-dire l'idée, c'est de faire en sorte qu'il soit possible pour les personnes accompagnées de mettre en place des changements viables et réalistes dans leur vie quotidienne, et aussi collectivement, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ensemble, ici les fondations, on mette au point une grille d'analyse, on utilise plutôt une grille d'analyse qu'on a mis au point, et que cette grille d'analyse nous fasse langage commun et nous permette de définir le problème collectivement avec les personnes concernées. Et donc de définir de façon très fine et très appropriée, très concrète, très pointue, les changements à mettre en place. C'est des changements qui sont toujours émergents, c'est-à-dire on crée les conditions pour que le changement soit possible, mais on ne produit pas le changement soi-même. Un peu comme un jardinier qui crée les conditions pour que les légumes poussent, mais ce n'est pas lui qui fait pousser les légumes. Donc c'est une image qui peut paraître un peu simpliste, mais qui met en évidence que le rôle que l'on a comme bailleur de fonds, comme initiateur d'une initiative collective, c'est de créer les conditions pour que puissent émerger des solutions concrètes sur le terrain. Et non pas de créer dans nos bureaux et à partir de nos représentations des solutions toutes faites qui s'avéreront au mieux inadéquates, au pire dommageables. Donc, depuis 25 ans, on travaille à mettre au point ce modèle d'action qu'on a testé dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays, et on a formé toute une série d'intervenants, environ 10 000, dans 5 pays différents, pour pouvoir accompagner d'une façon différente, collectivement ou individuellement, les personnes concernées. La question qui a été évaluée sur les critères d'impact tout à l'heure par Véronique, elle est cruciale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce qu'il faut, c'est permettre aux personnes de restaurer leur rapport à l'action, c'est-à-dire de se remettre en mouvement. On parlait de chemin avec Jean-François. L'analogie qu'on utilise, c'est que pour plusieurs personnes, l'intégration s'est arrêtée à un moment donné par accumulation d'échecs ou par perte de croyance dans la capacité de réussir. Et que le travail du développement du pouvoir d'agir consiste à remettre les personnes en situation de réussir et restaurer le mouvement, c'est-à-dire leur redonner envie de reprendre la route, de reprendre le chemin et de repartir dans une logique d'épanouissement du type du type général, d'épanouissement personnel ou collectif. Donc, l'important, il se passe quelque chose. Allô? Oui, on t'entend très bien, Yann. Vas-y, continue. Mon écran vient de bouger. Donc, l'important, c'est de faire en sorte que les personnes puissent avancer vers un épanouissement personnel et collectif avec des éléments concrets, une méthodologie particulière qui implique tous les acteurs et la prise en compte des enjeux de tous les acteurs. Les enjeux étant ce que les personnes veulent éviter, ce que les personnes veulent obtenir, créant ainsi un espace commun d'action commune à partir duquel on peut construire des solutions émergentes avec les personnes. Donc la question de l'évaluation est tellement importante qu'on est en train de remettre en question les pratiques d'évaluation ordinaires qui partent de général d'une prescription, c'est-à-dire que ce sont des bailleurs de fonds ou des responsables qui définissent ce qui doit être une performance, comment elle doit être mesurée et comment on doit interpréter les résultats. Dans la proposition qu'on fait, on part d'une logique différente. On met en évidence les enjeux de chacun des acteurs. On choisit ensemble les critères intégrant également les critères des personnes concernées. Et on fait émerger des critères, des indicateurs consensuels. Et ces indicateurs consensuels, on s'en sert pour interpréter ensemble les résultats et tirer ensemble des conclusions sur les actions à mener. Donc, il s'agit d'une validation beaucoup plus qu'une évaluation, c'est-à-dire d'une attribution de la valeur qui est auto-développée collectivement
et qui est sanctionné par l'ensemble des acteurs, y compris les personnes concernées. Ce qui évite une situation très fréquente où les personnes sont évaluées sur des critères qui ne correspondent pas à leur réalité et ont une réalité qui n'est pas évaluée. Et il arrive souvent qu'on se retrouve avec des évaluations qui ont coûté des millions de dollars et qui concluent que du point de vue des concepteurs de l'évaluation, le projet n'a pas donné des résultats satisfaisants, alors que du point de vue des personnes qui ont vécu le projet, les résultats sont très nombreux, très satisfaisants, mais ne sont pas évalués. Ce hiatus entre la façon dont on conçoit l'évaluation d'habitude et la façon dont l'évaluation est vécue au quotidien crée une forme d'aliénation. Ce qu'on appelle l'aliénation ici, c'est le fait d'avoir la responsabilité d'un changement dont on n'a pas l'entière maîtrise. Et cette aliénation, elle est systématique dans les programmes d'évaluation qui sont prescripteurs. C'est-à-dire qu'ils déterminent unilatéralement ce qui doit être évalué, comment ça doit être évalué et comment on doit interpréter les résultats. Donc, dans une démarche collective de type de celle que vous voulez démarrer, on va chercher à faire en sorte que la démarche soit consensuelle et soit enracinée sur la notion de viabilité. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de savoir si ça a les effets qu'on veut que ça ait, mais si ça a des effets viables, des effets durables, des effets positifs et des effets cohérents avec l'expérience des personnes concernées. Donc, les personnes concernées deviennent des experts au même titre que les autres, mais sur leur réalité quotidienne, sur leur capacité à vivre avec les conséquences des situations. Il te reste 3 minutes, Yann. OK. Donc, ce qu'on pourrait dire également, c'est que l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir est à la fois collective et personnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas distinguer les impacts personnels des impacts collectifs comme deux contextes différents, mais comme étant les deux faces d'une même pièce. Pour une personne qui est accompagnée, que ce soit un jeune ou en insertion ou une personne en difficulté de logement, il y a à la fois la dimension structurelle, c'est-à-dire l'accès à la ressource, dans la logique de la capacité d'Amartya Sen, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir exercer des droits, d'avoir les ressources pour les exercer, non pas simplement un droit théorique, et sur les impacts personnels de la situation, qui ne seront pas les mêmes pour personne. Donc, on prend en considération simultanément le structurel et le personnel. Et ce qu'on propose dans le cadre de ce cercle, c'est de faire cette démarche-là avec les membres du cercle pour que collectivement, on s'équipe d'un pouvoir d'agir collectif et de mettre ensemble nos forces en prenant en considération nos enjeux explicites et en mettant au point une démarche très précise et très articulée, très méthodologique, qui va nous amener à développer un espace commun, un champ d'action commun, un projet commun qui sera enraciné dans le développement personnel et collectif des personnes. Voilà, en gros. Merci beaucoup, Yann. Voilà, alors, on a fait le pari ce matin de vous présenter succinctement, mais d'essayer de faire éclore les questions, de faire éclore aussi le désir de venir marcher sur ce chemin. La parole est à vous. Véronique nous a rejoint, donc elle entend et elle nous voit. Donc, toutes les questions sont bonnes, les remarques, et on essaiera d'y répondre. Yann, Véronique, ou d'autres personnes aussi présentes ici. Voilà. Donc, qui est-ce qui a des questions? Bon. Bonjour, je suis Pascal Imbert de la Fondation Visio. J'en aurais une, alors je partage vraiment en profondeur les propos qui ont été tenus. La question que je me pose, c'est en effet ce que précisait Madame Fayet, c'est que les publics en situation de fragilité sont extrêmement différents parce que des gens en situation de précarité pécuniaire et des gens en situation de déficience visuelle ou de handicap, les besoins, les attentes ne sont pas les mêmes. Et c'est là où j'ai du mal à voir comment on peut mettre une grille d'analyse. Alors la démarche collective, oui, mais vous voyez, sur des besoins et des attentes qui sont tellement différents, là j'ai un petit peu de mal
formaliser les choses, je dirais. Merci Pascal. Yann, est-ce que tu... Oui, on peut répondre. On a développé un modèle à 4 axes qui reprend sous forme de questions, on va donner ça comme ça tout simplement, mais qui sont des champs d'études différents et qui s'exposent de la manière suivante. Le premier axe, d'abord, avant les 4 axes, il y a une définition très méthodique et très méticuleuse du problème. Donc peut-être que déjà dans la définition du problème, on va arriver à des définitions spécifiques du problème en fonction des publics rencontrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amalgame a priori. S'il y a la nécessité de développer plusieurs actions simultanées sur des publics différents, sur des sujets différents, ce n'est pas un problème. Pour le modèle à 4 axes, la première question qu'on pose, c'est qui veut quoi, veut changer quoi, pourquoi et pour qui. C'est-à-dire on va s'intéresser aux acteurs en contexte. Qui sont les acteurs qui sont intéressés à la conduite du changement? Quels sont leurs enjeux? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Qu'est-ce qu'ils veulent éviter? Et qui doit changer? Qui veut qu'il change? C'est-à-dire, est-ce que le changement qu'on veut produire est un changement unilatéral, où on décide qui doit changer et on s'arrange pour qu'il change? Ou est-ce qu'on décide ensemble que le changement doit être à plusieurs niveaux et qui est-ce qui est concerné et qui est-ce qui est impliqué? Le deuxième axe, c'est on vérifie notre compréhension du problème de manière systématique, et ça peut être sur des réalités très différentes, sur la façon dont les personnes concernées définissent le problème et définissent les solutions. Et on vérifie si leur définition du problème est compatible avec la nôtre, qu'est-ce qu'il y a à négocier de ce côté-là, et la même chose pour les solutions viables. Ensuite, on a un troisième axe qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on peut tenter ?» qui est la prise en compte des contextes d'application, c'est-à-dire que tout bouge tout le temps et que les contextes varient en permanence et qu'il faut adapter l'intention générale du changement au contexte en question. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut tenter? C'est-à-dire dans le contexte actuel, dans les situations dans lesquelles on se trouve, avec les ressources disponibles, les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on peut tenter? Et c'est qu'est-ce qu'on peut tenter qu'on utilise beaucoup en émergence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tenter compte tenu de tout ça. Et la quatrième axe, c'est ce qu'on appelle la démarche d'action conscientisante, c'est-à-dire on cherche à savoir qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ce qu'on a tenté et comment on veut intégrer cet enseignement dans la bonification de ce qu'on va tenter par la suite. Donc il y a cette espèce de module à 4 axes qui est à la fois général et à la fois complètement appliqué à chaque contexte. Et il y aura une déclinaison de cette grille d'analyse autant de fois que nécessaire en fonction des contextes différents, mais un langage commun d'analyse plus abstrait qui permettra de réunir l'ensemble des expériences en une analyse commune. Merci Yann. Je rajouterais juste une chose, et Véronique, si tu veux dire des choses également. Alors, je pense, Pascal, que votre question est tout à fait légitime. Nous, ce qu'on croit, en tout cas, j'ai parlé pour moi, ce que je crois énormément, c'est que justement, de la différence des situations vécues, des associations que nous soutenons, on va pouvoir s'enrichir. Alors, ça demande une condition sine qua non. Ça veut dire qu'il faut accepter un peu de perdre du temps. En fait, c'est pour ça qu'on part sur les chemins. Vous voyez. Et je réponds en même temps à la question qui est posée par le chat sur le programme. Le programme de l'année, alors je vais pouvoir le présenter très rapidement, mais je laisserai Véronique et Yann en parler. En fait, il y a 2 temps collectifs. Il y a un temps qui sera le 2 décembre et qui sera un temps animé par Véronique et peut-être avec d'autres parce que je vois dans la salle des gens qui ont des compétences, et Véronique en a déjà parlé, elle les connaît bien, donc qui va être parler des pauvretés, des fragilités, et autour de tout ça, d'avoir des définitions, des cas concrets, en tout cas qu'on comprenne bien ensemble. Alors, je ne dis pas qu'on ne comprend pas, mais qu'on mette ensemble notre façon de voir, comment on réagit, et qu'est-ce qu'on a fait. Voilà. Donc, il y a un grand travail là-dessus, sur une journée, le 2 décembre, qui sera à Paris. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps, qui est un temps d'initiation, je reprends le mot de Yann, au développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, qui aura lieu au mois de mai, sur 3 jours, qui parlera de très concret. J'insiste beaucoup sur le mot initiation. Nous,
dans un titre personnel, on travaille avec Yann maintenant depuis 3 ou 4 ans. Et moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est que ça paraît très, très simple. Quand Yann parle, c'est toujours très simple, j'ai l'impression de tout comprendre. Mais la mise en œuvre du développement du pouvoir d'agir demande de changer un peu notre logiciel. Ce n'est pas une solution magique, c'est une approche complémentaire d'approche que chacun peut avoir, mais qui demande, j'ose le dire, en tout cas je parle pour moi, beaucoup d'humilité, parce que ça remet en cause des façons de faire qui peuvent être bonnes parfois, mais qui ne le sont pas tout le temps. Enfin, je parle vraiment pour moi. Voyez. Donc, pour conclure sur cette question, ce qui est important, et je le redis parce que c'est hyper important pour toutes les personnes qui voudront cheminer sur ce cercle, il y a un temps nécessaire d'apprendre à se connaître, d'apprendre à partager, voilà, de perdre du temps, vous voyez. Et c'est un peu aussi ce qu'on doit faire avec, enfin, ce qui nous paraît être important quand on est avec des gens sur une grande pauvreté, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de les connaître, comme a dit Véronique tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'eux. Donc, voilà, il y a cette première année est une année, apprendre à se connaître, du vocabulaire, de la grammaire, une approche qui n'est pas une approche qu'avec des solutions, vous voyez. Pas, on n'arrive pas avec un truc, voilà, ce serait très prétentieux. Non, mais un partage extrêmement important. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, Pascal, à votre questionnement. Si, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. Si les réponses de Yann et la vôtre sont très bien pour moi. Et je partage totalement. Pascal, c'est aussi pour ça que c'est un chemin, parce qu'on peut à un moment donné se dire, je sors parce que je n'ai pas le temps. Et voilà. Et parce que j'ai une urgence, il y a le feu là-bas, et puis je vais revenir. Voilà. Donc, le programme sera toujours disponible. Et moi, j'invite vraiment tous ceux qui viennent pour la première année à rester, parce que c'est là que va se créer quelque chose. Il y a un creuset qui va se créer. Voilà. Merci beaucoup. Je peux donner peut-être Yann non, Jean-François oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Oui, oui, peut-être aussi un autre petit élément de réponse à Pascal, là, sur quelle grille d'analyse, sur cette question de l'évaluation. Une des solutions, c'est aussi d'avoir une vision à 360 degrés sur ce que l'on fait. Pour être concrète, comme le souhaite Jean-François, par exemple, si on a décidé d'aider une association qui fait de la réhabilitation de logements pour lutter contre la précarité énergétique ou de l'auto-réhabilitation, etc. Ce sont des programmes souvent assez coûteux et on peut se dire, on investit beaucoup et puis en fin d'année, on a fait 10 logements, c'est pas assez, on demande à l'association d'en faire 20, 30, 40, etc. Là, on a une vision faussée. Si on ne regarde pas tout ce qui se passe dans la famille, voilà. Si on regarde le fait que la famille a maintenant un logement en bon état, aux normes d'isolation, BBC, etc., c'est beaucoup trop restrictif parce qu'en général, le fait d'avoir un logement qui n'est plus un taudis transforme profondément la vie de la famille. Donc, par exemple, le père de famille va reprendre du courage et va se dire, ça y est, maintenant, voilà, je suis fier de mon logement, je suis bien dans mon logement, donc je vais rechercher un boulot. Voilà, j'ai envie de retrouver un travail. Les enfants vont dire, voilà, maintenant, on a un beau logement, donc je peux inviter mes copains. Donc, je retrouve une place parmi mes copains, j'invite mes copains. Moi, j'ai entendu un petit garçon, après que le logement de ses parents ait été entièrement réhabilité, j'ai entendu un petit garçon dire à son papa, moi je suis content parce qu'on n'a plus une maison de pauvres. Voilà. Avant il avait une maison de pauvres, donc il n'invitait pas ses copains, donc il n'avait aucune relation sociale, donc il ne pouvait pas aller aux anniversaires des copains, voilà. Et donc il vivait dans la honte de son mauvais logement, de son logement de pauvre. Il avait 8 ans, le gamin. Et donc, en réhabilitant le logement, on transforme la vie de cet enfant. On lui redonne confiance en lui. Il est fier
de sa famille. Voilà. Et donc, si on ne mesure pas tout ça, eh ben, on se dit, oh là là, ça coûte cher par logement réhabilité. Voilà. Donc, cette évaluation à 360 sur l'ensemble de ce qui se passe dans la famille, de ce que ça a provoqué comme mouvement dans la famille, comme désir d'avancer, comme désir d'échanger. Et c'est là toute la richesse humaine en fait, d'un projet qu'on oublie souvent de mesurer. Voilà. Donc, c'est aussi une piste à creuser quand on évaluer l'ensemble de l'impact social sur toutes les dimensions de la vie familiale, parce que la personne, ce n'est pas seulement un locataire ou un propriétaire, c'est aussi quelqu'un qui vit en relation, quelqu'un qui a envie de retravailler, quelqu'un qui se remet en mouvement. Je voudrais ajouter un petit mot, si c'est possible. Bien sûr. Oui, non, je voudrais juste ajouter un petit mot, Bénévent. Je crois, comme vous, Madame Fayet, à une évaluation à 360 degrés et sa pertinence, et en intégrant quand même beaucoup plus d'indicateurs qualitatifs, hein, ce qui n'était pas toujours le cas il y a quelques temps. Je suis juste un tout petit peu inquiète par la réalité du terrain et du monde associatif qui fait que de temps en temps, les associations sont confrontées à de multiples grilles d'évaluation de la part de leurs bailleurs de fonds. Je parle de certains d'entre nous qui sommes à la tête de fondations familiales ou pas, mais aussi qui sont liés à des bailleurs de fonds publics et qui leur demandent d'autres critères d'évaluation. Et à l'échelle des associations, c'est un travail colossal parce que pas souvent très facile à rendre cohérent et ne serait-ce que de faire ce travail d'évaluation qui demande quand même beaucoup de choses. Cette histoire d'impact social, c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile, et difficile surtout pour les associations qui portent les projets. Enfin, ça, c'est une petite remarque, mais je pense que chacun d'entre nous a pu le voir en tant que fondateur ou à la tête d'une fondation. Alors, c'est là aussi où il y a peut-être quelque chose à chercher et à inventer en partenariat avec des universités qui feraient ce travail de recherche et d'évaluation. Je sais que l'Université catholique de Paris, par exemple, avec un professeur qui s'appelle Elena Lassida, a beaucoup travaillé sur l'impact social. Donc, elle a des jeunes chercheurs, des jeunes doctorants, des jeunes thésards qui pourraient effectivement, en partenariat avec une fondation, évaluer le travail de telle ou telle association, parce que vous avez raison, ça ne peut pas peser sur les associations qui n'en peuvent plus, de donner des grilles d'évaluation différentes à chaque financeur, les publics, les privés, avec chacun ses critères. C'est invivable pour les associations, mais peut-être qu'il y a des partenariats à créer avec des universités. Voilà, c'est une piste aussi. J'ajouterais que ce que dit Véronique est important dans l'évaluation à 360 degrés, mais les critères qui manquent ou qu'on n'arrive pas à repérer, c'est souvent les personnes concernées qui les ont. Ils savent comment est-ce qu'elles devraient être évaluées pour pouvoir rendre compte de l'impact de l'intervention qu'on fait auprès d'eux. Et c'est là que la notion de viabilité est intéressante, parce qu'elle permet de se retourner vers les bailleurs de fonds publics et de leur proposer d'autres colonnes, d'autres critères. Et pas forcément en remplacement, parce que certaines de leurs demandes sont acceptables, sont pertinentes, mais que le portrait soit beaucoup plus développé. Et la connaissance fondamentale de qu'est-ce qui devrait me permettre de rendre compte du succès de ma démarche, c'est les personnes concernées qui l'ont. Ce que va faire un universitaire, c'est qu'il va aller le collecter auprès des personnes concernées ou auprès des acteurs de terrain. Et l'idée générale qui est développée dans l'approche GPA, c'est la mise en commun des enjeux à propos des critères des indicateurs de validation et la validation de ces enjeux par les personnes concernées et les acteurs de terrain et les ensembles des acteurs, de manière à ce qu'on trouve d'une façon consensuelle des indicateurs qui vont être pertinents et qui ne seront pas lourds à compléter. Donc ça, par exemple, le critère de lourdeur peut devenir un critère de sélection des indicateurs. On peut prendre en considération que les associations n'ont pas le temps matériel de remplir ces grilles et inventer une façon pertinente et adaptée de faire ces validations
sous une forme de processus qualitatif ou même quantitatif, mais qui soit complètement cohérente avec l'écologie du milieu. Merci Yann. Est-ce que je peux prendre la parole? Mais bien sûr, bonjour Pierre-Yves. Bonjour, Pierre-Yves Madinier. Donc, je suis président de la Fondation ATD Quart Monde et j'aimerais que Madame Pécou ou quelqu'un puisse dire où elle, qui elle est. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais prendre la parole. Je voudrais prendre la parole vis-à-vis de Yann Le Bossé avec beaucoup de... Enfin, voilà, c'est pas un peu d'humilité de ma part, ça m'arrive. Il me semble que quand vous parlez de personnes concernées, pour le coup, vous nous avez donné une distinction, si j'ai bien compris, qui est très éclairante entre les personnes impliquées, qui sont les personnes qui vivent dans leur chair, j'ose dire, les réalités, et puis les personnes concernées qui sont autour. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah, pardon. J'avais mal compris. Donc, les personnes concernées, c'est les personnes qui vivent les choses, et les personnes impliquées, c'est les personnes qui sont autour. Autant pour moi. Merci pour m'avoir éclairé sur cette erreur de compréhension. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, donc c'est la fondation. Je ne vois plus, mais en tout cas, prenez la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, parfait. Merci. Très bien. Donc moi, je suis Arnaud Porte, je suis le directeur du pôle pour le quotidien de la Fondation pour l'audition. Alors, je suis évidemment très intéressé par tous ces échanges qui, c'est bien de poser le problème. Effectivement, il y a énormément de choses là dans ce que j'entends qui sont très riches et qui posent problème en fait, parce qu'il n'y a pas qu'un problème, il me semble, il y en a plusieurs là quand on pose un petit peu les choses. Il y a la question des personnes effectivement impliquées. Nous, typiquement, quand on a nos publics, en fait, on construit de toute façon les projets avec les personnes sourdes et malentendantes. On a des personnes aussi dans nos instances qui sont concernées par des problèmes d'audition et qui participent aussi aux décisions et à ces ambitions qu'on souhaite pour nos publics. Il y a l'autre question aussi de, je dirais, l'évaluation. Alors, il y a deux questions dans l'évaluation. Il y a l'évaluation et mesure d'impact. On ne parle pas des mêmes choses, en fait. En assistant à un autre atelier sur cette thématique, on avait vraiment bien fait la différence. Tout ça pour dire que, en fait, au niveau de la Fondation, on s'est rendu compte qu'en se mettant dans cette dynamique-là, c'était peut-être plus facile pour nous d'aller sur de la mesure d'impact ou de l'évaluation pour des projets qu'on mène en propre pour nos publics. Quand on mène des projets avec le tissu associatif, on s'aperçoit quand même qu'on est confronté déjà à une hétérogénéité du milieu associatif, je dirais des compétences associées aussi à cette dynamique d'évaluation, parce qu'en fait, pour beaucoup, elles sont financées par des pouvoirs publics qui leur demandent de l'évaluation, on va dire plutôt quantitative, très peu de mesures d'impact. Et ensuite, en fait, cette mesure d'impact, il faut qu'on parle un langage commun. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai problème. Tout ça pour pas forcément être trop long dans la démarche, dans mon intervention, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on a un atelier comme celui que vous proposez, qui pour moi est fondamental sur les fragilités, je pense qu'il faut aussi qu'on se mette d'accord autour de la sémantique, en fait, parce que moi j'entends beaucoup de problématiques liées à des fragilités, il y a des problématiques de coûts, de précarité financière. Ça, c'est une dynamique qui est réelle aussi pour nos publics et qu'on a tous, c'est une réalité sociale. Aujourd'hui, ça reste aussi pour nous, dans le cadre des activités de la Fondation, une dimension parmi d'autres dans le cadre des fragilités. Et par exemple, pour vous prendre un exemple, nous, on n'a pas l'obligation, enfin, on a essayé de séquencer un peu tous les âges de la vie des personnes sourdes et malentendantes, voir là où on peut aller sans se substituer au droit commun. Mais par exemple, quand on prend des jeunes étudiants l'année dernière qui se sont retrouvés dans le cadre, un peu comme nous tous, dans le monde professionnel, mais des étudiants qui se sont retrouvés face à une pandémie, se sont retrouvés tout seuls, isolés. Ils n'étaient pas forcément moins riches quelque part ou plus riches, mais ils se sont retrouvés seuls. Voilà. Et donc, en fait, on se retrouve dans des situations de fragilité où les institutions ne prennent pas le relais quelque part, et nous, on a été là pour ça.
pour essayer justement de rompre cet isolement. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on aille vers des langages communs liés à la mesure d'impact, à des savoir-faire, à des méthodologies. Et moi, ce que j'attends aussi un petit peu de ce cercle, c'est qu'on puisse aussi discuter de ces choses-là, mais je pense qu'on a déjà bien entamé la discussion et moi, ça m'apprend beaucoup. Et je suis preneur de retour d'expérience parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on va parler des fragilités de manière un peu, on va dire, consensuelle et aussi un peu universelle, et ce qui fait la base aussi de la conception de nos programmes. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, et en tout cas, vous auriez pu et vous pouvez animer ce cercle, parce que c'est vraiment ça, quoi. En fait, la première année, en tout cas, c'est vraiment ça, c'est définir toutes les pauvretés, les fragilités, le chemin à prendre, une approche. Donc, merci Arnaud, merci beaucoup. C'est vraiment c'est un des objectifs de ce chemin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? On est vraiment. Pascal Stéphane a partagé. Oui. Alors, il y a Pascal, oui. Vas-y, Anne. Pascal Stéphane a partagé dans le chat un document. Est-ce que, Pascal, vous voulez en parler? Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, Alors. bonjour. Bonjour, Pascal Stéphane, fonds de dotation CARPAP en Bretagne. C'est un sujet, merci pour tous ces échanges, là, je trouve ça très intéressant. C'est un sujet par le biais de l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui passent par la case accès aux soins suite à un accident de la vie, qui fait que ces questions-là nous préoccupent depuis très longtemps à CARPAP, avec la question de la méthode d'accompagnement de parcours et des déterminants d'insertion. On avait d'ailleurs, dans les années 2000, mené une étude sur les indicateurs déterminants d'insertion et la place de la pathologie ou du handicap dans ces process-là. Et donc, il y a tout un rapport que je pourrais vous adresser, qu'il faut que je retrouve. Mais on avait bien mesuré que la question du handicap n'était pas forcément l'indicateur principal dans les difficultés et l'employabilité des personnes, parce que c'était sur la question de l'accès à l'emploi, mais qu'effectivement, tous les déterminants que vous avez évoqués, logement, formation, environnement, lieu de vie, mobilité, etc., étaient tout aussi importants pour trouver le bon chemin, pour accompagner les personnes vers leur projet. Donc, c'est vrai que quand on observe, nous, nos accompagnements ici, on constate que la précarité sociale, c'est pour ça que je me suis inscrite là à cet échange, est présent aussi dans l'accompagnement des personnes, avec souvent, vraiment très souvent, un cumul de difficultés, avec aussi la question de l'estime de soi, du parcours et du projet de vie, quoi. Donc, voilà. Donc ce rapport-là que j'ai essayé de vous transmettre, mais pas réussi, vous pourrez le retrouver, parce que je trouve que c'est un rapport qui nous permet de réfléchir aussi sur les angles d'attaque, que ce soit sur le plan curatif, des fois on est dans l'aigu et la recherche de solutions rapides, mais également de préventif. Le micro. Excusez-nous, il y a quelqu'un. Voilà. On a coupé? Oui, ça y est. Voilà, donc c'est vrai que la question de l'accès aux soins est pour moi aussi extrêmement importante, parce qu'on se rend compte aussi que des gens dans la rue, ou dans des prisons ou ailleurs, bien, on n'a pas diagnostiqué, enfin, quand j'en parle, ce n'est pas anecdotique, un traumatisme crânien dans l'enfance ou des troubles cognitifs qui ont une vraie origine de santé
et qui impactent fortement le contexte social ou de précarité de la personne. Voilà, donc c'est un angle de vue, mais qui me semble important aussi dans les accompagnements par les associations et fondations, parce que si on ne les investit pas, on peut passer aussi à côté d'acteurs potentiellement utiles pour ce public en difficulté sociale. Merci beaucoup, Pascal. Il y a Claire Rigaud-Bully qui a... Donc, merci Claire de cette... si vous pouvez développer donc, votre chat. Est-ce que tous ces chemins... Oui, alors, je vais activer... Merci. Activer mon micro et ma caméra, ça sera plus sympathique. Je rejoins effectivement complètement. Alors, Claire Rigaud-Bully, je suis la directrice de la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques, jeune de lutte contre la sclérose en plaques. Et donc, nous, on s'intéresse donc à cette pathologie qui est une pathologie du jeune adulte et particulièrement de la femme, jeune adulte, puisque 3 patients sur 4 de sclérose en plaques sont des femmes aujourd'hui, et c'est une pathologie qui va accompagner toute la vie des personnes atteintes par cette maladie. Et du coup, je rejoins effectivement les interventions de Pascal et Arnaud, parce qu'effectivement, je suis dans ce champ également, effectivement, des fragilités humaines causées par le handicap, notamment puisque dans la sclérose en plaques, le handicap s'installe progressivement. Voilà, donc nous, on souhaite au sein de la Fondation s'intéresser beaucoup effectivement aux déterminants des inégalités induites. On travaille bien sûr sur la recherche et comment faire avancer la recherche sur cette pathologie, trouver des traitements, améliorer les traitements, la prise en charge des patients, etc. Mais on souhaite et on va engager un programme sur les déterminants des inégalités induites par une sclérose en plaques. La sclérose en plaques, effectivement, souvent, on parle à son handicap. Voilà, il y a un certain nombre d'inégalités de la famille sur le terrain du travail, de la vie professionnelle, de la vie sociale, etc., etc. Et donc, on souhaite s'intéresser à toutes ces inégalités induites par la pathologie et à essayer de déterminer et à trouver les déterminants de ces inégalités. Bon, je ne peux pas développer ici le programme. Voilà, donc on a beaucoup parlé pour moi ce matin d'aval et d'évaluation de l'impact, qui est effectivement très différent de l'évaluation du résultat. Le résultat, c'est ce que produit l'activité et ce que chacun, nous allons à travers nos fondations ou nos associations sur le terrain faire. Donc ça, c'est le résultat de l'activité. Ça n'est pas l'impact. L'impact, effectivement, c'est le changement qui va être induit et qui va être apporté par l'activité au sens large que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, je trouve que ce matin, on a beaucoup parlé de l'évaluation de cet impact, de ce qui peut effectivement en amont, de ce qu'on peut effectivement peut-être travailler comme sujet sur les déterminants de ces fragilités. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire. Claire, Christine Leclerc. Oui, bonjour. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je ne sais pas par laquelle commencer, mais ma question était plutôt, étant donné qu'on est très nombreux, je me demandais si on n'avait pas intérêt dans un premier temps pour essayer de faciliter nos partages d'expériences, un peu les regrouper par pôle, avec un pôle santé, un pôle plus entreprise d'insertion ou association aidant à l'insertion par le travail, entreprise, de façon à déjà échanger par rapport à ça en fait. Voilà, c'était une question. Donc moi, au niveau du CCF, je suis entrée par la Fondation Étoile, donc qui est dédiée à l'éducation. Mais avec mon mari, nous avons la fondation Éclore qui est dédiée à tout ce qui touche aux accidents de la vie et qui permettrait aux personnes de se relever. Et je suis présidente d'une petite association qui détient à 80% une entreprise d'insertion qui réinsère des chômeurs longue durée dans le monde du transport.
Voilà. Et donc, voilà. Donc, par rapport à des expériences, et dernièrement, je suis intervenue en prison pour les 13-17 ans. Voilà. Donc, ces différentes expériences, peut-être qu'on peut les regrouper pour pouvoir partager ensemble par pôle et ensuite s'enrichir peut-être avec des interactions entre les différents pôles. Mais je ne sais pas, c'est une proposition. Je ne sais pas comment vous pensez faire dans le programme après. Oui. Mais je pense qu'on pourrait s'enrichir déjà dans un premier temps, pas des bonnes pratiques, mais de ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Voilà, tout à l'heure, j'étais très touchée par une réflexion qui disait finalement, on veut tout de suite remettre, parfois réinsérer des gens qui sont très loin. Et en fait, c'est le plus difficile à faire parce qu'on voudrait un résultat rapide. Par expérience, nous, on essaye de combiner dans certaines équipes à la fois des gens qui sont très loin, qui ne sont pas auprès de l'emploi, par exemple, depuis très longtemps, avec des gens qui sont prêts pratiquement à être réinsérés. Et en fait, cet équilibre nous permet d'avancer et a un effet stimulant. Il y a aussi un travail avec toutes les collectivités locales, avec Pôle emploi, le fait de les faire venir in situ, comprendre les situations. Il y a un travail commun qui se fait, qui est très porteur. Enfin voilà, c'est un peu ce partage qu'on pourrait avoir, mais peut-être par pôle dans un premier temps. Je ne sais pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christine. Alors, je me permets de répondre. C'est le pari de ce cercle, c'est de dire que la différence enrichit. Donc, c'est le pari. Mais c'est un cercle qui chemine. Ça veut dire quoi? Quand on est sur un chemin, si vous vous rappelez de la photo qu'on a vue tout à l'heure, c'est que de temps en temps, sur un chemin, on est tous ensemble, et par moments, on se regroupe. Oui. On traîne. Il y a ceux qui traînent, il y a ceux qui avancent vite, il y a ceux qui s'assiedent. Et c'est vraiment cet esprit-là. En effet, si vous voulez, quand on a fait le questionnaire avec Anne, bon, en fait, il y a pratiquement, j'exagère, mais il y a pratiquement autant de causes soutenues que de fondations intéressées. Donc, l'idée, c'est à la fois, cette première année, c'est de se dire, on fait ce pari, et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, il faut accepter de prendre du temps. Hein, c'est pas très chronophage, enfin, c'est quand même 4 jours. Hein. 1 en décembre et 3 en mai. Mais justement, pour apprendre à connaître d'autres et voilà, s'écouter les uns les autres. Mais après, on co-construit, on écrit en marchant. Et ce cercle peut très bien, ensuite, qui est un groupe qui va s'occuper du logement, qui a envie de partager et qui va marcher pendant 6 mois sur le logement. Vous voyez, mais ça demandera une logique de co-construction, et c'est peut-être vous, Christine, qui prendrez la direction d'un petit groupe de marcheurs qui va pendant 3 mois ou 6 mois avancer sur un thème particulier, peut-être en le partageant après aux autres, vous voyez, mais et il y a peut-être un pôle sur la santé qui va faire pareil. Oui, donc, c'est ça l'intérêt du chemin. On n'est pas dans un voyage organisé où, attention, on marche ensemble, mais à notre rythme. Il y a des moments collectifs. Et cette première année se veut collective parce que, comme le disait tout à l'heure Arnaud, définir les pauvretés, les fragilités. On ne parlera pas que de l'impact, rassurez-vous. On en parlera aussi. Voir l'approche et certains qu'on ait tous compris. Vous voyez, moi je suis toujours comme Pierre-Yves, quoi. Est-ce que c'est les personnes concernées, les personnes impliquées? Bon, il y a un moment donné, il ne faut pas qu'on se trompe quand on parle ensemble. Voilà, donc c'est ça la visée, la philosophie. Je passe la parole à Federica. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. En fait, je vais être très rapide. Je souhaitais juste partager avec vous ce que nous entendons par fragilité humaine à la Fondation Groupe Primonial. Donc, je suis chargée de projet au sein de cette fondation qui finance des projets, soutient des projets dans le domaine de l'éducation, de l'insertion socio-professionnelle et de la santé mentale. Donc, ce sont des axes à la fois très différents et parfois qui se touchent. Pour un dénominateur commun, justement, la fragilité des bénéficiaires finaux que nous souhaitons aider lorsqu'on soutient une association. Et nous, par fragilité, on entend la précarité sociale et ou économique
des bénéficiaires. Donc, c'est vrai que j'ai entendu pas mal d'échanges là-dessus et la Fondation pour l'audition qui disait attention, il n'y a pas que ça, c'est vrai et c'est tout à fait vrai. Mais nous, effectivement, dans notre fondation, on est beaucoup sur ce type de fragilité, même si de fait, après, des personnes qui sont en situation de précarité sociale, ils sont très souvent isolés aussi. Ils ont très souvent d'autres problématiques qui viennent se rajouter à la simple précarité, à la précarité sociale et économique. Et donc, c'est vrai que on participe ce matin avec ma collègue Clara à cette rencontre pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'on mettra dans ces cercles, sachant qu'on fait déjà partie du cercle éducation pour notre axe éducation. Donc là, c'est très, très focus sur une partie de notre activité. C'est vrai que l'intérêt de ces cercles, c'est que ça va toucher toute notre action d'une manière plus globale. Voilà, merci beaucoup. Merci Federica. Marie nous a mis un commentaire, très beau projet, et donc de dire, voilà, ben c'est tout à fait, voilà, sur ce chemin, Marie, vous pourrez à un moment donné porter et demander à tous ceux qui cheminent s'il y a un groupe de marcheurs qui peut fonctionner à un moment donné. Donc, c'est vraiment cet esprit que nous voulons développer. Et pour le développer, comme on ne peut pas, enfin, en tout cas, voilà, penser bon partout, en tout cas pour moi, c'est certain que s'il y a, entre guillemets, à un moment donné, il peut y avoir 20 sous-cercles, ça devient compliqué, mais non, ce n'est pas compliqué à partir du moment où les gens construisent. J'ai un désir, j'ai un savoir-faire, j'ai une question, j'ai un sujet qui me taraude, j'ai un irritant, comme me dirait Yann, qui est permanent, ce petit caillou à la chaussure, j'y vais. Voilà. Alors, il est 10h17. Donc, je propose, Véronique, tu as été un peu coupée sèchement tout à l'heure. Alors, est-ce que je te redonne la parole maintenant ou est-ce que je peux peut-être présenter le programme et redonner un petit peu de temps pour des questions s'il faut? Donc, je vais partager mon écran. Voilà, je propose. Je voudrais juste ajouter un petit commentaire. Oui. Il s'applique de manière générale à tout ce qu'on s'est dit. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit qu'il faut une grande force pour composer avec des fragilités. OK. Et c'est important parce que ça nous permet de penser les fragilités comme étant une opportunité de développement de compétences, comme étant la manifestation d'une grande force. Et ce que disait Véronique était tout à fait vrai. On est souvent très impressionné par le courage que nécessite le fait de composer avec des fragilités. Merci Yann. Je partage mon écran. Et donc, je passe au programme 2021-2022 avant de vous redonner la parole. Et est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, j'espère. Très bien. Voilà, donc on vous propose un séminaire le 2 décembre qui sera à Paris. Alors, il est évident que du fait du thème, nous trouverons toujours des lieux pauvres. Voilà, on trouvera des lieux où on se rapprochera de plus en plus. Voilà, on se mettra vraiment en situation et en condition. Donc, c'est un séminaire qui aura lieu le 2 décembre. Et Véronique, est-ce que tu peux finir ton intervention de tout à l'heure, peut-être dire 2 ou 3 mots? Voilà, je rebranche mon micro, vous m'entendez? Parfait. Oui, pardon pour cette coupure, donc j'ai changé de place et voilà, j'espère que ça va mieux. Oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à des questions qui sont quand même aussi des questions de fond. Donc, je parlais de la question de la gouvernance de nos associations ou fonds de dotation, et Yann en a parlé aussi dans l'élaboration des critères. Donc, est-ce que dans la gouvernance, est-ce que dans l'élaboration de critères d'évaluation, eh bien, on peut associer des personnes qui ont cette expérience de la pauvreté et de la force fragilité, parce que ce qu'on dit depuis ce matin, c'est que
plus que des fragilités, ce sont des forces en fait qui sont derrière, ou des forces potentielles qui sont derrière et qu'on veut révéler. Donc voilà, cette question de la gouvernance. Il y a aussi des questions plus fondamentales dans l'impact qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut juste soulager la misère, la pauvreté, ou est-ce qu'on a comme ambition collective, du coup, d'éradiquer la pauvreté? Est-ce qu'on pense que c'est un objectif atteignable, hein? Le père Brzezinski disait toujours « la misère est l'œuvre des hommes, donc seuls les hommes peuvent la détruire ». Donc les hommes ont la capacité à éradiquer la pauvreté et la grande pauvreté. Donc est-ce qu'on est dans cette ambition-là, ou est-ce qu'on a juste dans l'idée qu'on peut soulager momentanément telle ou telle difficulté? Donc ça, c'est des questions intéressantes peut-être à débattre entre nous. Alors le séminaire du 2 décembre, bon, il va pas aller jusque-là. Il avait comme ambition sur une journée, donc c'est extrêmement court, mais bon, si nécessaire, s'il y a de l'appétence, on pourra en faire une deuxième. Une journée pour essayer de se dire justement qu'est-ce qu'on met derrière cette question de la pauvreté, et même peut-être de la grande pauvreté. Quelle est notre vision? Quelles sont nos peurs? Quels sont nos préjugés? Voilà. Et donc, y réfléchir avec des personnes en précarité qui pourraient être présentes pour dialoguer avec nous. Moi, je ne souhaite pas être seule pour animer ce séminaire, donc j'invite peut-être, s'il y en a un ou deux ou trois parmi vous qui sont vraiment intéressés par cette question de la pauvreté et de la grande pauvreté à se signaler pour qu'on puisse le préparer ensemble. Alors, c'est un aspect, hein, parce que comme l'a dit l'une d'entre vous, bon, c'est un peu différent des questions de santé, c'est un peu différent des questions d'éducation, mais c'est un aspect qu'il faut creuser parce que c'est en général un aspect un peu oublié, c'est une part sombre dans le spectre de nos recherches et de nos réflexions. Voilà, donc moi je vous propose d'animer, de coordonner une journée qui nous permettrait d'avancer sur la question de la pauvreté et de la grande pauvreté, peut-être, si on ose aller jusque-là. Voilà, comment on la définit, pourquoi ça nous fait peur, pourquoi on n'arrive pas à toucher par nos actions ces gens-là, et est-ce qu'on se résout à se dire, bon, il y aura toujours des très pauvres, hein. Voilà, dans l'Évangile, Jésus disait, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Est-ce qu'on le prend au pied de la lettre, au premier degré, ou est-ce qu'on se dit, non, on veut toucher aussi les très pauvres parce qu'on a l'ambition d'éradiquer la grande pauvreté. Voilà, donc ce que je vous propose, qu'on partage le 2 décembre avec ceux qui voudraient bien co-animer avec moi cette première journée de travail. Merci Véronique. Et Véronique, si tu peux peut-être continuer ou répondre aux 2 questions qui sont dans la même de Marie et d'Isabelle. J'ai juste quelques doutes sur l'association des termes pauvreté et fragilité. Dans ce cercle, le parcours des personnes vulnérables est un des plus riches. Et Isabelle qui lui-même remarque, parlons-nous de fragilité ou de pauvreté? Oui, c'est tout l'enjeu peut-être de ce séminaire, c'est de se mettre d'accord, parce que c'est vrai qu'on emploie toujours des termes, la pauvreté, précarité, fragilité, grande pauvreté, exclusion, enfin bon. Et derrière, il y a des choses radicalement différentes. Donc, ça fait peut-être partie des enjeux de ce cercle, de se dire, voilà, sur la grande pauvreté, qu'est-ce qu'on met derrière? Et on définit et on partage cette définition. Et ce n'est pas la même chose que la fragilité, ce n'est pas la même chose qu'un accident de vie, un accident de parcours. Voilà. Je pense que c'est effectivement l'enjeu, puisque sinon, on ne sait plus de quoi on parle. Parfait, merci. Donc, ensuite, il y aura un autre séminaire qui, lui, est un séminaire de 3 jours qui sera dans un lieu aussi signifiant, animé cette fois-ci par Yann, et qui sera une initiation au développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Donc, Yann a insisté beaucoup sur l'initiation, et je rejoins parfaitement parce que on part du concret, on part de son propre concret, mais ça remet en cause beaucoup de choses, ça apporte des enrichissements. Et Yann, il est 10h24, donc je pense que
ce sera vraiment un beau moment également. Et parce qu'on parle beaucoup en France du développement du pouvoir d'agir, mais c'est souvent en fait une injonction, c'est souvent la capacité d'agir. Donc voilà, il y a vraiment des choses à savoir, à partager. Et puis dans la salle, il y a des gens qui mettent en pratique depuis longtemps, la TD Carmonde. Je ne connais pas tout le monde, donc forcément, je ne voudrais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'à TD Carmonde, depuis le début, le père Joseph Brzezinski dit on parle avec les personnes. Voilà, il reste 5 minutes. Donc, on va passer à la phase conclusive. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Non, pour l'instant. En tout cas, avant de conclure et de laisser la parole aux gens présents ici, je vous remercie beaucoup du temps pris. 1h30, c'est du temps. Aussi de votre attention, de votre questionnement, de vos encouragements et de vos critiques. Tout ça est très constructif. Donc, je passe la parole dans cette phase conclusive. Eh bien, Tessa, merci. À toi la parole. Merci Jean-François. Alors, quelques mots. Je voulais d'abord remercier à nouveau le Centre français et Jean-François d'accueillir un esprit de famille dans ce cercle. Je suis persuadée que les sujets de préoccupation des fondations familiales, la fragilité en fait évidemment partie, ou les fragilités. Je crois qu'il y avait une quinzaine de fondations familiales inscrites ce matin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je trouve que ça a été très riche. Je voudrais juste revenir sur quelques points. Sur ce qui m'a bien plu dans cette démarche, c'est qu'on a parlé de pouvoir d'agir. Et les personnes concernées redeviennent acteurs de leur vie. C'est vraiment dans ce sens-là que nous, les fondations familiales, on intervient, on essaye d'intervenir. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à une fondation qui s'appelle Agir sa vie, qui je crois n'est pas là aujourd'hui, mais qui depuis des années soutient des actions qui sont justement dans cette veine-là, c'est-à-dire où les bénéficiaires sont acteurs de leur propre changement. Donc ça, c'était une première chose. Et j'ai bien aimé Yann qui parlait d'expertise expérientielle, qui est évidemment indispensable. Sur la gouvernance, madame, je pense effectivement qu'il y a un vrai sujet. Je pense que Véronique Fayet qui en a parlé. On voit les fondations familiales de plus en plus réfléchir à leur gouvernance. Et les associations aussi, en essayant justement de les ouvrir et de les ouvrir aux parties prenantes dont les bénéficiaires. C'est un vrai sujet qui en tout cas intéresse grandement les fondations membres d'un esprit de famille. Et enfin, sur l'impact, je pense qu'effectivement, il y a une vraie réflexion à avoir. On a au sein d'un esprit de famille une fondation qui réfléchit justement sur l'expérience transformante et qui donc, après la mise en place d'un projet, vient derrière pour justement questionner les bénéficiaires sur qu'est-ce qui a été transformant dans ce projet et quel a été le changement dans vos vies et dans votre personnalité. Donc, je pense que c'est un axe qui est très intéressant pour l'évaluation. Et puis, dernier mot, je pense qu'il n'y a pas les fragiles, les pas fragiles, les sachants, les non-sachants, les dominants, les dominés. Les fragilités, elles nous concernent tous. Donc voilà, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit aussi quand on intervient dans ce champ-là. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je suis ravie de faire ce chemin. Dernière chose, Jean-François a dit que c'était un temps long. Je suis persuadée qu'à plusieurs, on fait mieux, on va plus loin, mais c'est beaucoup plus long. Voilà. Merci, c'est ça. Jean-Marc. En 30 secondes, merci à toutes et à tous pour votre participation nombreuse. Nous étions nombreux connectés ce matin. Moi, ce qui nous semblait important en CFF, c'est de pouvoir aborder cette question des fragilités, qui a été le thème de l'année du CFF l'année dernière. Ces travaux de l'année dernière devaient aboutir à la construction de ce cercle porté par Jean-François. Donc, on est ravis que ce cercle voit le jour désormais avec cette première réunion, ce qui a été annoncé, de votre participation et surtout cette méthodologie qui est très spécifique compte tenu du sujet. Et ça, c'est grâce au regard de Jean-François qu'il a été très clair qu'on ne pouvait pas faire un cercle sur cette thématique comme on travaillait habituellement au CFF, d'où cette approche très particulière qui me semble
très prometteuse et on est ravis que vous soyez tous associés. Bien sûr, merci à Yann et à Véronique d'accepter de nous consacrer du temps. Très heureux d'accueillir l'ensemble des fondations d'un esprit de famille. Et puis, on partagera évidemment ce chemin ensemble sur cette question absolument fondamentale. Merci à vous. Merci beaucoup. Il est 10h30, alors donc on va être très rapide pour finir. Yann, est-ce que tu as un mot? Donc en fait, tu as le droit à 3 mots, Véronique aussi, 3 mots, parce qu'on a 2 choses à vous dire avec Anne pour conclure. Yann. Non, moi, c'est correct, ça va très bien. J'ai beaucoup appris ce matin aussi. Bon, merci beaucoup, Yann. Véronique. Et tu peux mettre ton micro. Alors, je me impatiente d'avancer, voilà, et de voir comment on va pouvoir co-construire des choses ensemble. Merci, Véronique. Alors, on va passer maintenant à une phase très pratique. Anne, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Très rapidement, pour vous dire que vous recevrez prochainement une invitation avec la possibilité de s'inscrire pour le séminaire du mois de décembre. Et puis, sachez que ma boîte aux lettres reste ouverte si vous avez des questions, bien sûr. Puis une dernière petite remarque, c'est que maintenant, ce cercle fait une belle transition entre le thème de l'année dernière, fragilité, et le thème de 2022, être ensemble. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Très, très bonne journée et à votre disposition. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.